Bienvenue, cher Roofsteifer, dans notre premier cours d'histoire du duel de monstres. Là où, à l'école primaire, vous avez certainement étudié les origines en Égypte antique du jeu, nous nous intéresserons à son évolution depuis son édition papier par Industrial Illusions. Bien qu'il soit prévu d'étudier l'OCG, pour les tout premiers formats, nous nous concentrerons sur les sorties américaines et européennes des cartes, en commençant par les tout premiers sets de boosters sortis en mars 2002, la légende du dragon blanc aux yeux bleus, ou LOB pour faire court. Se calquant sur la liste déjà active du Japon, ce format possédait déjà une liste de cartes limitées, aucune n'étant encore bannie pour l'instant. On compte 10 cartes limitées et 2 cartes semi-limitées. À un exemplaire sont donc toutes les parties d'Exodia, Trou Noir, Raigeki, Changement de Cœur, Monster Reborn et le Pot de Cupidité. Et à 2 exemplaires sont la Destruction de cartes et les épées de révélation à la lumière. Nous reviendrons sur chacune de ces cartes lorsque nous observerons chaque carte importante du pack de booster. Cependant, il est important de voir que les versions européennes de LOB contenaient 23 cartes de moins que les versions américaines. Bien que la majorité était bien évidemment des communes, une partie était de rareté supérieure, en l'occurrence une super rare, le Spadassin des Flammes, et 5 rares, Hane Hane, le Pot de Cupidité, le Guerrier Carbonala, le Fusionniste et Dragoness, le Chevalier Malfaisant. Les fusions retirées n'ont pas de grande importance, mais Hane Hane et le Pot de Cupidité étaient des cartes primordiales de l'époque. Leur absence en Europe a eu un énorme impact sur la puissance globale des decks européens. L'absence d'une carte des Power 5 en particulier était une catastrophe et il a fallu attendre septembre et la sortie de Maître des Magies pour enfin avoir accès au Pot de Cupidité en Europe. Ce problème pourrait être attribué au simple début du jeu et à des problèmes de distribution, cependant des événements similaires sont encore aujourd'hui perpétués où l'Europe est privée de l'accès à une carte disponible en Amérique, comme le Crabe Roi de Diamant durant le format Clifford qui était l'out le plus simple au tour à Clifford, numéro S39 Utopie l'éclair, un des monstres d'extra deck les plus utilisés de tous les temps dès 2016, ou encore plus récemment Link Kuribo utilisé dans tous les decks jouant des monstres niveau 1 ou les boucs émissaires, mais encore une fois indisponible en Europe. Ainsi il est légitime de se demander si ce genre de décision est commerciale ou une simple incompétence de la part de Konami. LOB est un set particulièrement simple, en effet la très grande majorité des monstres présents sont des monstres normaux, et les cartes magie et pièges disponibles ont des effets pour la plupart faciles à comprendre. En commençant par les communes pour remonter jusqu'au secret rare, regardons donc les cartes importantes de ce pack de boosters. Le Crâne Serviteur, une des cartes monstres les plus faibles du set, le Crâne Serviteur n'a bien évidemment eu aucune utilité en 2002. Cependant, il semble important de noter son existence car c'est un des rares monstres normaux à avoir au fil du temps reçu du support citant spécifiquement son nom. Les decks basés autour du Crâne Serviteur ne parvinrent jamais à devenir méta, mais sont cependant suffisamment fonctionnels et aisés à construire et comprendre pour intéresser certains d'entre vous. Le but du deck étant d'amasser les Crânes Serviteurs dans le cimetière pour invoquer un roi des Crânes Serviteurs le plus gigantesque possible. Une analyse de l'archétype et du deck pourra être réalisée dans le futur, et si vous désirez que je place la priorité sur ce cours en particulier, vous avez la possibilité de me le demander via une requête Tipeee, dont je laisserai le lien dans la description. Urabi et l'Oiseau Crâne Rouge sont notables du fait qu'ils étaient les deux monstres normaux de niveau 4 les plus larges du set, avec respectivement 1500 et 1550 d'attaque. Cependant ils furent immédiatement surpassés par beaucoup de nouveaux monstres normaux dès la sortie des starter decks Yugi et Kaiba en fin mars, dont nous parlerons aussi dans ce cours. Il est intéressant de noter d'ailleurs qu'une carte magie d'équipement propre à chaque type de monstre était disponible dans LOB, mais que Urabi et l'Oiseau Crâne Rouge étant les monstres les plus forts, les cartes d'équipement pour les dinosaures et les bêtes ailées eurent une impression plus courte que les autres cartes d'équipement, et étaient par conséquent plus rares dans les boosters. Les cartes magie de terrain peuvent sembler intéressantes, cependant leur inconsistance, en plus du fait qu'ils augmentent aussi les stats des monstres de l'adversaire, les rendent particulièrement sous-optimaux, et il est difficile de construire un deck les utilisant efficacement dans ce format. Le médicament rouge et la rare remède secret du gobelin, de même, ne sont pas de bonnes cartes. Il est vrai que gagner des points de vie est un effet positif, certes, cependant cela n'avance pas votre jeu, ne vous rapproche pas de la victoire, et surtout est du gaspillage en termes d'avantage carte. Vous perdez une carte de votre main, donc une option potentielle pour un résultat qui ultimement ne vous aide pas à gagner. Pour cette raison, la très grande majorité des cartes de gain de points de vie sont mauvaises, et c'était déjà le cas pour le médicament rouge et le remède secret du gobelin en 2002. De l'autre côté des effets de cartes, on a accès à Inotama, Étincelle et Flamme Ultime. De la même manière que les cartes de gain de LP, ces cartes vous font perdre de manière inhérente un précieux avantage carte. Cependant, à l'inverse du gain de life points, les dégâts directs, que l'on appelle burn, vous rapprochent de la victoire, car ils diminuent les life points de votre adversaire. Étincelle, avec ses 200 points de dégâts, est négligeable, et même Inotama à 500 n'était pas forcément joué dans tous les decks burn de l'époque. Cependant, Flamme Ultime est une des cartes des decks de démarrage, au quasi, avec respectivement 600 et 800 points de dégâts infligés, ont vu quelques utilisations dans des decks construits autour d'une stratégie de stall burn. Utilisant les dégâts résiduels de vos monstres à haute défense et les dégâts directs des cartes de burn pour réduire les life points de l'adversaire à 0 sur le long terme, tout en ne perdant simplement pas du fait de la présence défensive trop élevée du deck. Nous reviendrons sur ce type de deck lorsque je listerai quelques decks joués dans le format, mais pour l'instant j'aimerais parler avec vous de la théorie des cartes de burn qui est encore plus valable en 2002. Dans le jeu de duel de monstres, l'information est une ressource qui, bien qu'invisible, a tout autant d'importance que les cartes que vous avez en main ou vos life points.
Pour cette raison, il est primordial de ne pas révéler d'informations à l'adversaire de manière non nécessaire. On pourrait penser que le timing d'une carte de burn n'a aucune importance. Après tout, que vous activiez votre flamme ultime au tour 3 ou au tour 7, elle fera toujours 600 points de dégâts. Et le fait que ces dégâts aient été infligés au tour 3 ou au tour 7 ne changera en rien le fait que les life points de votre adversaire atteignent 0 s'ils l'atteignent. Pour cette raison, on pourrait se dire qu'il est justifiable d'utiliser ces cartes de burn immédiatement après les avoir piochées. Cependant, cela est incorrect. En effet, lorsque vous utilisez une carte de burn sur votre adversaire, vous lui révélez une information de la plus haute importance, et c'est que cette carte, dans votre main, que vous venez d'utiliser, n'est pas une ressource qu'il aura à gérer, et n'est pas non plus une réponse de votre part à ses propres ressources. Bien évidemment, plus vous avez de cartes en main, moins l'information d'une seule carte de votre main aura de valeur pour votre adversaire. Mais c'est justement pour cela qu'il est si important d'utiliser votre burn au bon moment. A moins que cela ne tue votre adversaire, il faut absolument attendre d'avoir 5 ou 6 cartes en main avant d'utiliser des cartes de burn, afin de minimiser la valeur d'information révélée à votre adversaire, autant que possible. C'est d'autant plus important que le format de l'époque se définit par des échanges d'avantages cartes en 1 pour 1 dans une grande majorité des cas, d'où la valeur d'information d'une simple carte utilisée trop tôt. Le timing d'une carte est important quelle que soit la carte, mais les cartes de burn sont un des meilleurs exemples et comprendre leur timing par rapport à des cartes plus élaborées, notamment dans les formats plus tardifs, est un très bon début pour ce qui est de la considération de la valeur d'une carte autant dans son effet que dans son information. Piège supprimé est une carte que les gens ne savent pas lire. Piège supprimé détruit spécifiquement un piège face visible. Par conséquent, les seules cartes contre lesquelles piège supprimé fonctionne sont les cartes pièges continues. Il n'existe que 2 cartes pièges continues dans LOB et les 2 decks de démarrage. Et ces cartes sont l'unique raison pour lesquelles piège supprimé a le moins d'intérêt compétitivement. Elles sont la jarre de capture du dragon et l'offrande suprême. La seule bonne carte parmi ces deux-là est la jarre de capture du dragon, et c'est celle qui du coup donne l'intérêt compétitif à piège supprimé. La jarre de capture du dragon est une carte de side deck très populaire contre les decks Kaiba Combo qui joue la flûte d'invocation du dragon pour justement invoquer des dragons. La jarre de capture du dragon ne cible pas et contourne donc la protection du seigneur des dés, changeant tous les puissants dragons sur le terrain en position de défense et les rendant inoffensifs jusqu'à ce que vous puissiez y trouver une réponse, comme par exemple un trou noir ou un Raigeki. Pour cette raison, les decks Kaiba Combo peuvent tout à fait justifier la présence de pièges supprimés dans leur side afin de se protéger de cette carte qui les ralentit terriblement. Au-delà de ça, piège supprimé est très médiocre et ne devrait pas être joué. Certaines des cartes d'équipement présentes peuvent être utilisées, cependant nous reviendrons dessus lorsque nous parlerons du deck approprié. Passons à présent aux rares importantes. Fissure. Fissure est l'une des meilleures cartes du format. Le removal est quelque chose de très présent et la menace de Raigeki et Trou Noir empêche une surextension du terrain. Par conséquent, il n'y aura souvent qu'un seul ou 2 monstres présents sur le terrain, rendant Fissure particulièrement efficace. S'ajoute à cela le fait que Fissure est une des 3 seules cartes non limitées à pouvoir détruire des monstres avec une très haute défense, et il devient évident que cette carte se doit d'être jouée en 3 exemplaires dans absolument tous les decks du format. Fissure a été une carte tellement efficace qu'elle finit même par passer un court séjour sur la banlist dans des formats plus tardifs. Elle est cependant illimitée en 2002, alors il n'y a aucune raison de s'en priver. Il est aussi important de noter que Fissure ne cible pas. Cependant, la seule carte protégeant du ciblage étant le Seigneur des Dés, cela n'a encore pas d'importance dans ce format, du fait que de toute façon si un Seigneur des Dés est sur le terrain, alors il sera obligatoirement plus faible que les dragons qu'il protège, et sera donc le monstre détruit par Fissure. L'attaque en double fourche est un 3 pour 1, vous perdez 3 cartes, vos 2 monstres et l'attaque en double fourche, pour détruire une seule carte de l'adversaire. Cela est fortement sous-optimal, cependant certains match-ups peuvent bénéficier d'un tel effet, et certains decks peuvent même se permettre d'aller jusqu'à main deck la carte. Généralement, elle se verra utile en side en prévision de decks très défensifs si votre removal n'est pas suffisant pour passer à travers. La meilleure utilisation de la carte sera bien évidemment de détruire de votre côté du terrain des monstres dont la présence offensive est moindre, comme des insectes mangeurs d'hommes ou des maîtres des pièges. Une carte donc intéressante, mais rarement vue dans le main deck. La jarre de capture du dragon, comme mentionné plus tôt, est un des très bons sides contre les decks Kaiba Combo. Cependant, on ne la verra jamais dans le main deck au vu de son absence totale de versatilité contre littéralement tous les autres types de decks. La Ghoul Fossoyeur est un choix intéressant. Elle permet de retirer d'un cimetière les meilleures cibles pour Monster Reborn. Sa versatilité s'arrête cependant là, par conséquent je n'aime personnellement pas beaucoup jouer cette carte. Mais lui trouver une place dans le main deck ou le side deck est totalement justifiable selon votre manière de jouer et ce qui fait le plus peur à votre deck. Retirer du cimetière d'un joueur Kaiba Combo les monstres qui peuvent détruire vos murs défensifs si vous jouez stall par exemple est une application efficace de la carte. Le déchireur de cartes possède un excellent effet. Les cartes pièges sont une des forces majeures des decks de ce format et pouvoir les détruire est par conséquent un très gros avantage. De plus, le déchireur de cartes possède une défense non négligeable et un peu bizarre il est vrai, de 1930 que les plus gros monstres normaux du format ne peuvent passer. Cependant, c'est ici que s'arrêtent les qualités de la carte car malheureusement ce monstre est niveau 5 et requiert donc un sacrifice. Ne pouvant pas appliquer de pression offensive, le déchireur de cartes ne justifie pas de sacrifice, et son effet bien que très puissant est partagé par un autre monstre des decks de démarrage, le maître des pièges, qui lui-même ne nécessite aucun sacrifice. Aquamadour, le soldat géant de pierre, l'esprit de la harpe et la super rare elfe mystique sont les 4 monstres normaux bénéficiant d'une défense de 2000 qu'aucun monstre sans sacrifice ne peut dépasser sans l'aide d'un équipement ou de renfort.
Pour cette raison, leur présence défensive est immense et permet l'existence dans le format de deck stall défensif dont le but est principalement de ne pas perdre et d'utiliser les dégâts résiduels de leur monstre en mode défense pour vaincre l'adversaire à petit feu, ou simplement tenir suffisamment longtemps pour vider le deck de l'adversaire, notamment à l'aide de destruction de cartes. Le soldat géant de pierre a l'avantage sur les autres d'atteindre avec un seul renfort la même attaque qu'un Ladjin, 1800, tandis que l'elfe mystique et l'esprit de la harpe, n'ayant que 800 points d'attaque, elles ont l'avantage d'être immunisées à la trappe sur l'invocation normale ou flip. Le ninja armé peut sembler inutile du fait qu'il n'est pas nécessaire de poser une carte magie avant de l'utiliser, cependant la présence de destruction de cartes dans le format fait que, afin de ne pas défausser leurs cartes les plus puissantes, les joueurs auront tendance à poser leurs cartes magie sur le terrain, dû au fait notamment que la destruction de cartes magie et pièges n'est pas encore très présente dans le jeu et par conséquent ne menace pas tant que ça les cartes face cachée. Ainsi l'effet du ninja armé peut trouver une utilité, cependant la carte magie exorcisme, dont je parlerai plus en détail dans quelques instants, est dans une grande majorité des cas une meilleure option. Stop Défense est une très bonne carte. Véritablement sous-estimée, elle peut agir comme de la destruction de monstres dans beaucoup de cas. Elle peut par exemple mettre un monstre défensif en mode attaque pour pouvoir le vaincre au combat. Cependant, son utilité la plus violente est sur les insectes mangeurs d'hommes, face cachée. L'effet de l'insecte mangeur d'hommes est un effet obligatoire, pas optionnel, et par conséquent si vous ne possédez pas de monstre et forcez l'activation d'un insecte, alors l'adversaire devra détruire obligatoirement une de ses propres cartes. Les épées de révélation de la lumière ont une interaction similaire avec la carte, et le stall étant un deck un peu plus rare, les épées seront généralement préférables à Stop Défense. Cependant Stop Défense est meilleur face à des decks défensifs, et peut même être considéré comme des copies supplémentaires des épées de révélation de la lumière. Une carte que j'apprécie beaucoup, et que je vous conseille, au moins dans votre side deck. Hane Hane est une option tout à fait respectable, bien que généralement inférieure au mur des illusions du fait que son effet est à usage unique et que sa défense ne lui permettra pas de tenir une attaque. Hane Hane peut non seulement compter comme une copie supplémentaire du mur, ayant essentiellement le même rôle, mais a aussi l'avantage sur cette carte de pouvoir cibler des monstres de n'importe quel côté du terrain. Le format étant très lent, il peut arriver que vous ayez sur le terrain à la fois un insecte mangeur d'hommes et un Hane Hane. Détruire un monstre avec l'insecte mangeur d'hommes sur une invocation flip est un plus 1 en termes d'avantage carte, et cela est déjà très puissant. Mais le retourner à la main après son effet grâce à Hane Hane et le reposer ensuite au tour suivant pour à nouveau détruire un monstre transforme l'insecte mangeur d'hommes en un plus 2, ce qui est particulièrement efficient et peut être réalisé uniquement avec Hane Hane, lui donnant ainsi un argument de versatilité sur le mur des illusions. Enfin, la dernière carte est le pot de cupidité. Piocher de cartes, simple, efficace et puissant. Cette carte méritait totalement sa place sur la liste des cartes limitées. Le pot de cupidité fait partie du Power 5, les 5 cartes magie limitées du format, et est impératif quel que soit le deck que vous décidez de jouer. La carte est un plus 1 qui se remplace. Vous gagnez une ressource supplémentaire en remplaçant en plus une ressource virtuelle en vide, votre pot, par une ressource supplémentaire. Et vous réduisez virtuellement la taille de votre deck, avant même de piocher le pot de cupidité, augmentant ainsi votre consistance, diminuant votre variance, et faisant donc en sorte que votre deck fonctionne de la même manière au fil des parties, vous permettant donc de suivre la même stratégie. C'est là la force des cartes de pioche, que beaucoup ne réalisent peut-être pas. Le gain de ressources est certes une partie importante de l'effet, mais l'augmentation de consistance apportée par la seule présence de la carte est tout aussi majeure, car plus votre deck est consistant, plus son nombre de cartes est virtuellement diminué et plus vous augmentez vos probabilités de piocher la carte dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. C'est pour cette raison que des cartes comme le Gobelin Parvenu notamment ont vu énormément d'utilisation compétitive dès leur sortie et encore jusqu'à aujourd'hui, car bien que la différence sur un seul duel soit moindre, sur un échantillon de plusieurs matchs, on finit par voir une différence notable entre piocher une carte d'une chance de 1 sur 40 et piocher une carte d'une chance de 1 sur 37. Le pot de cupidité est votre première introduction à cette notion et je veux que vous la gardiez en tête, car encore plus que quelque chose d'important quand vous jouez, c'est la notion la plus importante lorsque vous construisez vos decks. Le but sera toujours d'optimiser vos probabilités et réduire de manière virtuelle la taille de votre deck est l'une des options vous permettant d'atteindre ce but. Les super rares à présent, en commençant par polymérisation. Polymérisation est un choix débattable du fait que la seule carte monstre fusion véritablement correcte n'est autre que la secrète rare Gaïa le Dragon Champion, et ces deux matériels de fusion sont objectivement des mauvaises cartes, qu'il faudra probablement jouer à 3 pour avoir toutes les chances de les piocher les pièces de votre combo de 3 cartes et sortir un monstre qui, bien que plus large qu'un crâne invoqué et immunisé à trappe du fait de son invocation spéciale, peut se faire retirer du terrain par un insecte mangeur d'homme ou une fissure, et dans ces cas plus rares, un renfort sur un crâne invoqué. La seconde fusion notable serait le dragon de métal, plus fort de 50 points que Ladjin, mais les mêmes inconvénients s'appliquent que pour Gaïa avec certains bénéfices en moins, et surtout le fait, bien plus commun, qu'un Ladjin ou même un Néo peut le détruire à l'aide d'un renfort. Les decks fusion en 2002 sont donc potentiellement utilisables, et ont en effet quelques avantages, mais restent l'un des choix les plus inconsistants et fragiles, résultant souvent en des 1 pour 3 favorables à l'adversaire. Gaïa étant le meilleur choix pour ce style de deck, cependant l'utilisation du Seigneur des Dés pour lui apporter la protection est une option à considérer. La trappe est une carte piège très puissante dans ce format. Elle permet dans une grande majorité des cas de terminer immédiatement le tour de l'adversaire, du fait que le jeu est essentiellement une bataille d'invocation normale,
et sert de removal en 1 pour 1 comme fissure, ce qui est donc non négligeable. Tous les decks du format se doivent de la jouer en 3 exemplaires du fait de sa puissance. Le trou noir et Raigeki sont les deux cartes du Power 5 vous servant à produire une inversion soudaine d'avantage carte. Pouvant évidemment servir de removal en 1 pour 1, ces cartes brillent particulièrement lorsqu'elles sont utilisées sur des terrains remplis, permettant ainsi des 1 pour 2, voire 1 pour 3 dévastateurs. Ces cartes définissent ainsi le format et la manière de jouer du fait qu'il devient dangereux d'étendre son board plus que nécessaire sans pouvoir terminer la partie durant ce tour, au risque de subir un retour de frappe qui pourrait s'avérer fatal. Ainsi le terrain se limite souvent à 1 ou des fois 2 monstres, tant que Raigeki et Trou Noir ne sont pas encore sortis du deck adverse. Une fois ces cartes utilisées cependant, puisqu'elles sont limitées, leur absence permet d'amasser votre avantage sur le terrain pour pousser votre pression offensive sans peur d'échange de cartes désavantageux. La malédiction du dragon, mentionnée plus tôt, comme un des matériels de Gaïa le dragon champion, est quelquefois choisie comme 4ème dragon dans les decks Kaiba combo au profit d'une copie de dragon à 3 cornes, du fait de son niveau lui permettant, en cas d'absence du combo, d'être invoqué normalement pour seulement un sacrifice. Son attaque lui permet d'ailleurs, avec l'aide d'un seul renfort, de crash contre un crâne invoqué. Il est aussi intéressant de noter que la malédiction du dragon est le plus puissant monstre à un sacrifice de LOB. Le crâne invoqué n'apparaissant que plus tard, à la sortie du deck de démarrage Yugi. L'insecte mangeur d'hommes est une autre source de removal en 1 pour 1, ici au coup de votre invocation normale puisqu'il nécessite absolument d'être posé pour pouvoir activer son effet flip. L'insecte est l'une des plus puissantes cartes du format, cependant il souffre d'un désavantage non négligeable en la forme de la syntaxe de son effet qui rend son activation obligatoire. Ainsi, il est possible de forcer l'activation de l'insecte mangeur d'hommes avec des cartes telles que les épées de révélation de la lumière ou stop défense. Malgré tout, l'insecte mangeur d'hommes est généralement joué à 2 ou 3 quel que soit votre choix de deck, du fait qu'il puisse se débarrasser de n'importe quel monstre. Notez cependant que l'insecte mangeur d'hommes indique spécifiquement qu'il cible le monstre qu'il tente de détruire, ainsi vous ne pourrez pas détruire un dragon si un seigneur des dés est sur le terrain par exemple. Notez aussi que poser un insecte mangeur d'hommes tour 1 n'est absolument pas optimal, du fait justement qu'il soit facile à forcer. Pour cette raison, l'insecte mangeur d'hommes devrait être dans la majorité des cas réservé pour des situations où votre adversaire possède déjà un monstre, et par conséquent jamais posé tour 1. Les épées de révélation de la lumière sont de manière inhérente à -1, cependant, cela est contrebalancé par leur versatilité et le gain de tempo qu'elles vous apportent en vous donnant 2 tours supplémentaires. Permettant de se remettre d'une pression offensive trop forte, elles ont aussi l'avantage de forcer les effets flip de l'insecte mangeur d'hommes et du maître des pièges, et par conséquent peuvent être utilisées offensivement, et ne devraient jamais être considérées comme uniquement une carte défensive. Notez d'ailleurs que de nombreux joueurs débutants oublient le premier effet des épées qui retournent face recto tous les monstres face verso sur le terrain, et qui est justement l'effet forçant l'activation de l'insecte mangeur d'hommes et du maître des pièges. Toutes les ultra rares du set sont notables. Le dragon noir aux yeux rouges et le magicien des ténèbres ne virent aucune utilisation en 2002, cependant, ils ont depuis reçu une quantité importante de support rendant le deck magicien des ténèbres jouable, mais le deck dragon noir aux yeux rouges un peu moins efficient et concentré. Là où le deck magicien des ténèbres a une stratégie centrée sur du bannissement en spell speed 2, du contrôle et de la disruption pendant le tour adverse, et presque toutes les cartes de l'archétype tendent vers la facilitation de cette stratégie, le deck dragon noir aux yeux rouges est très éparpillé sur plusieurs styles de jeu pour la plupart incompatibles les uns entre les autres, rendant une majorité du support obsolète à chaque nouvelle sortie de carte tentant d'aider l'archétype, et ainsi comme chaque nouvelle sortie de carte change la stratégie de l'archétype n'aidant jamais à véritablement centrer le deck sur une idée qui fonctionne. Tout comme pour les crânes serviteurs, vous pouvez évidemment participer sur mon Tipeee si vous voulez absolument faire passer en priorité une analyse d'archétype sur un de ces deux decks. Exodia est de même une stratégie qui ne verra pas le jour dans ce format mais seulement bien plus tard. En effet, bien que la lenteur du jeu à cette époque et la présence de puissantes cartes défensives puissent sembler bénéficiaires au deck, la présence d'une simple carte dans le format fait que le deck est simplement injouable, et cette carte est destruction de cartes. La récursion du cimetière à cette époque n'étant pas encore aussi large qu'aujourd'hui, il est impossible de récupérer des parties d'Exodia envoyées au cimetière, et pour cette raison, la moindre activation de destruction de cartes contre entièrement le deck et le rend absolument injouable. Notez cependant que destruction de cartes n'est apparue qu'à partir du deck de démarrage Yugi, et ainsi Exodia pouvait être réalisé pendant un grand total de 21 jours dans un format LOB pur. Gaïa le chevalier implacable n'est pas une carte que vous invoquerez, cependant elle est obligatoire si vous voulez tenter de jouer fusion. Son attaque ne justifie pas de sacrifice quand il peut simplement être retiré du terrain en un seul effet de carte, mais il est un monstre matériel pour la seule fusion jouable du format. Le dragon blanc aux yeux bleus, carte éponyme du paquet de booster, est malheureusement injouable en LOB pur, simplement car impossible à invoquer autrement qu'avec Monster Reborn. Cependant, 2 cartes sorties dans Starter Deck Kaiba le propulsent dans l'un des decks les plus notables du format, Kaiba Combo. Grâce au combo Seigneur des dés plus flûte d'invocation du dragon, il devient possible d'invoquer jusqu'à 2 dragons blancs aux yeux bleus de la main qui, étant invoqués par invocation spéciale, ne sont pas vulnérables à trappe et, étant accompagnés d'un Seigneur des dés, seront protégés de fissures, de l'insecte mangeur d'homme et de Hane Hane. Seulement égalé par un crâne invoqué à l'aide de renforts, le dragon blanc aux yeux bleus devient alors l'une des cartes les plus dangereuses du format bien qu'elle nécessite de jouer l'un des decks les plus inconsistants. Une liste de decks Kaiba Combo sera bien évidemment présentée plus tard dans le cours. Enfin, la dernière ultra rare est Monster Reborn. Monster Reborn est évidemment une carte surpuissante. Pouvant purement et simplement récupérer n'importe quel monstre de n'importe quel cimetière en esquivant trappe,
elle permet souvent de terminer une partie de manière prématurée. Son utilisation doit cependant respecter un timing parfait pour une utilisation optimale, et il est par conséquent nécessaire d'attendre une bonne cible telle qu'un crâne invoqué, un dragon blanc aux yeux bleus ou un mur des illusions, ou encore s'assurer que le monstre invoqué avec Monster Reborn, s'il n'est pas un de ceux mentionnés ci-avant, permette d'immédiatement apporter la victoire. S'ajoutent enfin les deux dernières cartes du set, la toute première de numéro 00 et la toute dernière. Les secrètes rares, ainsi numérotées de manière à ne pas trahir leur existence parmi toutes les autres cartes du set et ainsi rester secrètes. La première est le dragon à 3 cornes, qui est essentiellement une version moins puissante du dragon blanc aux yeux bleus, mais comptera généralement comme le quatrième dragon du deck Kaiba Combo. La dernière est Gaïa le dragon champion que nous avons mentionné lorsque nous parlions de la polymérisation, et qui s'avère être la fusion la plus forte et de loin du set. Là où, dû à une absence de présence offensive en dehors des augmentations d'attaque procurées par des cartes magie d'équipement, augmentation d'attaque pas assez élevée pour passer au-dessus des murs défensifs du format d'ailleurs, LOB était très défensif et lent, la sortie en fin mars des decks de démarrage apporta sa quantité de nouvelles cartes qui en grande partie révolutionnèrent le format, gardant évidemment l'important élément de contrôle, mais lui permettant un ajout bien nécessaire de cartes agressives jouables. Chaque starter deck contenait une ultra rare, 2 super rares et 47 communes, dont 4 étaient absentes dans les versions européennes des starter decks. En commençant par les nouvelles cartes importantes du deck de démarrage Yugi, il me semble donc approprié de noter la différence de card pool entre l'Amérique et l'Europe. Les communes Guerrier Castor, Cimetière de Mammouth, Néo le Spadassin magique et le Coffre Mangeur d'Hommes étaient absentes du deck de démarrage Yugi européen. Le Guerrier Castor et le Cimetière de Mammouth n'ont pas réellement d'importance, cependant, Néo est l'un de 3 monstres normaux les plus importants du format, et le Coffre Mangeur d'Hommes était une option viable dans un éventuel deck démon équipement. L'absence de ces cartes en Europe provoquait donc une méta largement différente. Les communes Géant Itotsume, Uukazi, le monstre pâle et Hane Hane étaient absentes du deck de démarrage Kaiba et encore une fois, bien que 2 de ces cartes n'aient eu aucun impact, l'absence d'Uukazi et surtout Hane Hane était particulièrement notable. Pour notre tournoi construit en format Yugi Kaiba, nous déciderons donc d'utiliser la card pool américaine à cause de ces différences. Le deck de démarrage Yugi contient donc plusieurs nouvelles cartes importantes pour le format que nous allons mentionner. Le crâne invoqué, ou squelette malfaisant si vous n'avez vu que l'animé, est simplement le monstre à sacrifice le plus puissant du format, et est ainsi généralement vu en 1 ou 2 copies dans le deck standard de l'époque, Yugi Beatdown ou Summon Skull Beatdown. Son attaque est suffisamment haute pour passer par-dessus les nombreux murs défensifs du format, et ne pas se faire détruire au combat par les monstres basiques du format aidés d'un seul renfort, transformant n'importe quelle destruction au combat par l'adversaire au minimum en un 2 pour 1 en leur défaveur. C'est d'ailleurs généralement pour ce monstre en particulier que nous garderons notre Monster Reborn de côté. L'épée de la Noire Destruction ouvre la possibilité d'un deck Démon Ténèbres équipement. Bien que le deck soit fragile du fait que perdre un monstre équivaudra à perdre 2 cartes, son augmentation de puissance de base par rapport au deck standard du format peut avoir suffisamment de valeur pour certains joueurs. Exorcisme, une commune encore une fois, est une excellente addition aux cartes disponibles, et ce pour 3 grandes raisons. Comme mentionné plus tôt, la présence de destruction de cartes dans le format a fait que pour éviter de perdre leur power card, les joueurs avaient tendance à poser leurs cartes magie, empêchant ainsi la destruction de cartes de les forcer à les défausser. Exorcisme est pour cette raison devenue une puissante carte de removal du fait qu'elle était le seul moyen de se débarrasser des power spells de l'adversaire. Évidemment, elle requiert de réussir à déterminer si une carte face cachée de l'adversaire est bien une carte magie, en étudiant le temps qu'elle est restée sur le terrain et les occasions dans lesquelles elle aurait pu être activée si elle avait été un piège pour une utilisation optimale. Cependant, même si vous vous trompez de cible et ciblez une carte piège, vous gagnez l'information de ce qu'est ce piège. Ainsi vous pourrez non seulement modifier votre plan pour contourner ce piège, mais aussi être certain de cibler un piège avec un maître des pièges par exemple. La troisième raison rendant Exorcisme si utile est la présence et le gain de tempo apporté par les épées de révélation de la lumière. Bien qu'Exorcisme ne permettra pas d'empêcher le changement face visible de tous vos monstres face cachée, la carte permettra de détruire les épées après coup pour continuer d'appliquer votre pression offensive et ainsi limiter l'avantage amassé par votre adversaire grâce à la carte, et donc réduire la valeur de ces épées de révélation de la lumière. Exorcisme n'est pas une carte que l'on voit de manière régulière dans le main deck, mais je serais personnellement du genre à en jouer 2 ou 3 au vu de son utilité, car j'aime particulièrement les applications de cette carte. Renfort est LA carte la plus importante des decks de démarrage pour la montée en puissance des decks plus offensifs. C'est uniquement grâce à cette carte que des monstres sans sacrifice peuvent détruire les murs à 2000 de défense notamment. Renfort peut être considéré comme une copie supplémentaire des removals en 1 pour 1 du fait qu'on s'en servira en général pour détruire un monstre de l'adversaire aussi ou plus puissant que le monstre attaquant. Renfort est d'autant plus dangereux du fait qu'elle affecte de manière directe l'attaque d'un monstre et peut pour cette raison être activée en damage step. De cette manière, il devient impossible de chaîner Waboku à Renfort et ainsi obligatoire d'anticiper pour le faire avant la damage step. Renfort devra toujours impérativement être utilisé en damage step pour ne pas être rendu inefficace par Waboku et uniquement dans des situations où cela sauve votre monstre, vous permet de détruire un monstre que vous n'auriez pas pu passer autrement ou vous permet d'infliger des dégâts finaux à votre adversaire. L'activer sur une attaque directe qui ne termine pas la partie par exemple est un misplay du fait que vous risquez une situation où Renfort aurait pu préserver votre présence offensive mais vous l'avez gaspillé trop tôt. De même, je vais le dire,
et le redire, mais n'activez jamais renfort avant la damage step. Il est impératif de conserver autant que possible votre avantage carte, et vous soumettre ainsi à de la perte d'avantage carte que vous auriez pu éviter est particulièrement mauvais. Pour activer une carte en damage step sur un simulateur automatique ou sur Duel Links, vous devrez garder la demande d'activation en automatique. A l'entrée en battle step, le simulateur vous proposera d'activer renfort. Ici, il faudra cliquer sur non. Cela peut sembler contre-intuitif si par exemple vous attaquez un monstre à 1800 avec un monstre à 1700, mais c'est très important car une fois cette étape passée, le simulateur vous demandera à nouveau si vous souhaitez activer renfort, mais cette fois il indiquera que vous entrez en damage step. C'est à ce moment qu'il vous faudra cliquer sur oui et activer renfort. Si vous agissez ainsi, votre adversaire ne pourra chaîner aucune carte n'ayant pas d'impact direct sur l'attaque d'un monstre, comme un Waboku, ou dans les formats plus tardifs une armure de Sakuretsu ou une force de miroir, et vous aurez, de manière effective, esquivé les battle traps de votre adversaire. Dans Duel Links, cela vous permet de ne pas gaspiller votre carte sur un Kuribo Sphere par exemple. Sur un simulateur manuel comme Dueling Book ou quand vous jouez avec des vraies cartes, il vous suffit de déclarer à l'écrit ou à l'oral que vous entrez en damage step. Si votre adversaire n'a aucune réponse à cela, alors vous serez entré avec succès en damage step et vous pourrez activer renfort sans risque. Changement de cœur est une autre carte du Power 5 et certainement la plus faible des 5 dans le format, bien qu'elle reste évidemment l'une des cartes les plus puissantes du jeu à cette époque. Et même encore aujourd'hui, d'où notamment le fait qu'elle soit encore bannie en 2018. Devenant de plus en plus puissante au fil du temps, Changement de cœur vous permet de prendre un monstre de l'adversaire pendant un tour et faire absolument tout ce que vous voulez avec. L'activation optimale d'un changement de cœur est une où vous ne permettrez pas à votre adversaire de récupérer en fin de tour autant de valeur que ce que vous avez pris. 3 situations notables sont donc à retenir. Prendre un monstre de l'adversaire et s'en servir comme sacrifice. Cela vous permet de retirer une menace de l'adversaire et appliquer une immense pression offensive d'un coup. Prendre un monstre de l'adversaire face cachée et forcer son effet flip contre son propriétaire vous permet de retourner très fortement l'avantage carte entre vous et votre adversaire, et peut bien évidemment être combiné avec la première situation en sacrifiant le monstre à effet flip après avoir utilisé son effet. Et enfin, la dernière situation est comme avec beaucoup de cartes, celle où vous pouvez gagner la partie. Que ce soit pour retirer un mur ou ajouter à votre adversaire les quelques points manquants pour terminer la partie, cette situation est parfaite pour l'utilisation d'un changement de cœur. Le Verso Mystique est le plus puissant monstre pouvant être invoqué du deck via dernière volonté, et son effet n'est pas négligeable du fait qu'il augmente considérablement la valeur de vos maîtres des pièges et exorcismes en révélant les cartes face cachée de votre adversaire. C'est encore une fois une carte qui, si elle n'apporte pas forcément d'avantage carte, est une puissante source de valeur d'information. Le Mur des Illusions est une machine à tempo. Elle ne produit pas d'avantage carte mais ralentit fortement votre adversaire, et sa défense de 1850 le rendant résistant à l'attaque d'un Lajin, il est certainement le meilleur monstre défensif du format, et généralement impératif à 3, quel que soit le deck. Il est aussi important de noter que ce monstre est un démon d'attribut ténèbres et a par conséquent une synergie supplémentaire avec les decks Fiend Equip. Le meilleur moyen de gérer un Mur des Illusions est par toute forme de destruction hors combat. Cependant, cela n'étant pas toujours disponible, la carte est véritablement pivotale en tant que défense et générera toujours un gain de tempo. On peut le considérer comme une version plus puissante mais moins versatile de Hane Hane. Néo, le spadassin magique, absent des versions européennes du deck de démarrage, est l'un des 3 monstres définissant le format. Aux côtés du buff de combat de starter deck Kaiba, ils sont les 2 monstres sans sacrifice les plus puissants derrière Lajin, le génie mystique de la lampe. Le baron à l'épée démoniaque, le coffre mangeur d'hommes et Ryukishin le puissant de starter deck Kaiba sont les démons les plus puissants du format derrière Lajin, et ainsi sont les choix à faire pour le deck Fiend Equip. La dernière volonté est une carte absolument absurde, mais dont les applications en mai 2002 sont limitées par le faible nombre de cartes disponibles et de synergies l'impliquant. Dernière volonté est généralement utilisée en prévention d'une trappe. Elle a l'avantage de pouvoir sortir n'importe quel monstre avec 1500 points d'attaque ou moins du deck. Et 3 cibles en particulier sont vraiment viables, ces cibles étant le Mur des Illusions, le Verso Mystique, et enfin du starter deck Kaiba, le Seigneur des Dés. Notez que Dernière Volonté s'active aussi si vous envoyez un monstre du cimetière en le sacrifiant, et par conséquent peut être particulièrement utile dans les decks jouant beaucoup de monstres à sacrifice, comme Soul Exchange Control ou Kaiba Combo avec la malédiction du dragon. Ce dernier exemple en particulier permet de tuto le Seigneur des Dés, qui est l'une des pièces essentielles du deck. Ainsi je recommanderais fortement la Dernière Volonté dans ce type de deck, bien que les listes standards ne la jouent pas toujours. Le texte de Dernière Volonté est relativement complexe et ses règles d'activation ont reçu plusieurs modifications au fil du temps. La règle que nous utiliserons pour le format de mai 2002 est la suivante. Dernière Volonté doit être activée avant qu'un monstre ne quitte le terrain, et l'invocation d'un monstre depuis le deck s'effectue au moment où le monstre quitte le terrain. Waboku est une carte plus versatile qu'elle en a l'air. Bien évidemment, elle peut servir à éviter une attaque létale ou protéger un monstre de la destruction. Mais une interaction intéressante est de l'utiliser offensivement, en attaquant un Lajin avec un Lajin par exemple, et en activant Waboku pour que seulement le monstre de l'adversaire soit détruit. Tout comme avec les autres pièges chaînables à tout moment, il est important de connaître les fenêtres d'activation optimales de Waboku. Activer Waboku sur une attaque directe n'est acceptable que si l'attaque directe peut mettre fin à la partie. Cela peut être évidemment si l'attaque en elle-même est suffisante pour réduire vos life points à 0, mais aussi si cela n'est pas le cas, mais que vous soupçonnez la présence de cartes de burn dans la main de votre adversaire qui, couplée à l'attaque, mettrait fin à la partie.
L'autre activation acceptable de Waboku est dans l'optique de protéger vos monstres, et ce préférablement lorsque cette interaction fait aussi perdre une carte à l'adversaire, comme lorsqu'il attaque avec un monstre de force égale, ou lorsqu'il est évident qu'il compte utiliser renfort en Damage Step. Notez cependant que dans ce cas spécifique, vous devez activer Waboku avant la Damage Step, car ne modifiant pas l'attaque ou la défense d'un monstre, elle ne peut, dans aucune circonstance, être jouée en Damage Step. C'est là la faiblesse de la carte dans ce format, mais cela est loin d'être suffisant pour justifier le fait de ne pas la jouer. On la voit généralement à 2 ou 3, quel que soit le deck. Bourse des ânes n'est pas typiquement utilisée dans les listes standards, cependant la puissance de la carte, qui elle-même a inspiré la Tempête des Monarques, la meilleure carte du meilleur deck de 2016, est presque suffisante pour justifier un type de deck à elle toute seule. Et ce deck est Soul Exchange Control, dont le but est de sacrifier les monstres de l'adversaire pour jouer des monstres beaucoup plus puissants, simplifiant ainsi l'état du jeu en s'assurant d'avoir la présence offensive la plus élevée. Faites cependant attention à ne pas tricher en utilisant cette carte, elle vous empêche de conduire votre battle phase durant le tour où vous l'utilisez. Destruction de carte. Avec Pot de Cupidité, c'est l'un des seuls moyens de creuser le deck. Il est cependant à noter que cette carte est un -1 en termes d'avantage brut. Malgré tout, il est nécessaire d'en jouer au moins une, que ce soit dans le main ou le side, dans le rare cas où vous tomberiez sur un deck Exodia sauvage. Alternativement, si vous jouez contre un adversaire qui ne pose pas ses cartes magie, alors destruction de carte deviendra particulièrement rentable. L'autre utilisation de destruction de carte est celle qui permet possiblement de jouer meule, et tenter de vider le deck de l'adversaire en se protégeant derrière des murs. Un exemple de liste sera évidemment montré en fin de vidéo. Dans l'éventualité où vous souhaitez meuler via destruction de carte, il est important de ne l'utiliser que quand vous pouvez sortir un maximum de cartes du deck de votre adversaire, et c'est évidemment quand votre adversaire a le maximum de cartes en main, 6. Le maître des pièges est le monstre le plus important, surtout dans les decks offensifs, du fait qu'il permet entre autres de se débarrasser des trappes avant qu'elles ne puissent détruire vos Lajin et autres buffs de combat. Tout comme l'insecte mangeur d'hommes, un autre énorme avantage du maître des pièges est que s'il n'a pas été retourné par une attaque, et donc pas détruit au combat, alors il génère de l'avantage carte en la forme d'un 0 pour 1. Notez aussi que la même combo qu'avec Hane Hane et l'insecte mangeur d'hommes est possible avec le maître des pièges. Aussi, tout comme avec l'exorcisme, révéler une carte magie bien que cela ne la détruira pas vous octroie une valeur d'information non négligeable. Piège inversé est une carte décevante. Au premier abord, elle semble être une tech particulièrement intéressante du fait qu'elle contre théoriquement renfort en inversant son boost d'attaque et permettrait donc de générer des 1 pour 2. Le problème cependant est que l'effet de piège inversé, d'après les règles officielles, n'affecte pas l'attaque ou la défense d'un monstre, mais les effets modifiant cette attaque ou défense. Pour cette raison, piège inversé ne peut pas être utilisé en damage step et par conséquent ne pourra pas être freiné à renfort. Il est cependant intéressant de noter que cette carte contre entièrement les decks à équipement et peut par conséquent tout à fait être une option valide dans votre side deck. Offrande suprême est une carte très puissante qui est réapparue dans plusieurs formats. Cependant, en mai 2002, elle a un problème flagrant qui fait que personne ne la joue, et ce problème est, comme beaucoup de cartes de l'époque, la traduction hasardeuse de son texte. Les premières versions d'Offrande suprême permettaient ainsi à l'adversaire d'aussi utiliser l'effet du piège, augmentant ainsi les risques d'utilisation, surtout lorsque l'on considère que l'Offrande suprême permet d'invoquer des monstres normalement pendant la battle phase de l'adversaire, et donc permet à votre adversaire d'en invoquer pendant votre propre battle phase. En plus de cela, les cartes disponibles à l'époque ne permettaient pas de produire un avantage suffisant pour rentabiliser l'effet d'Offrande suprême, ajoutant un nouveau point négatif à la carte. En effet, une fois que vous aurez fait vos 2 ou 3 informations normales du tour, vous ne piocherez quand même qu'une carte par tour, faisant après sa première utilisation d'Offrande suprême une carte morte. A cela s'ajoute le fait qu'étendre ainsi de multiples monstres sur votre terrain vous rend très vulnérable à des échanges défavorables à base de trous noirs au Raigeki, et il est compréhensible que cette carte ne soit pas un choix particulièrement optimal dans ce format. Gardez cependant Offrande suprême en tête pour nos futurs cours d'histoire car elle réapparaîtra dans plusieurs decks qui cette fois l'utiliseront de manière plus qu'efficace. La dernière carte du deck de démarrage Yugi dont j'aimerais parler est Mur de Château. Très similaire à Renfort, elle n'a à l'inverse eu aucun impact sur la méta, et n'est jouée dans absolument aucun deck. La raison de cette différence est simplement que Renfort, contrairement à Mur de Château, a de multiples applications dans lesquelles elle aura un impact sur la partie. Là où Mur de Château pourra uniquement augmenter les dégâts résiduels d'un monstre défensif, Renfort peut non seulement augmenter les dégâts infligés lors d'une attaque, mais aussi servir à détruire un monstre plus puissant sans perdre son monstre, et donc sans perdre sa propre pression offensive. Passons au deck de démarrage Kaiba en commençant par les 2 super rares du deck, le Seigneur des Dés et la Flûte d'invocation du dragon, 2 cartes que nous avons mentionnées un peu plus tôt. Le Seigneur des Dés est un monstre plutôt faible avec un effet certes intéressant, mais qui ne semble pas avoir tant d'impact que cela. Ayant une faible attaque, il est très important de mentionner qu'il est une cible pour dernière volonté, et donc facilement tutorisable en comparaison au standard du format. Mais ce qui fait sa force est la carte magique qui l'accompagne, la Flûte d'invocation du dragon. La Flûte d'invocation du dragon vous permet, si vous contrôlez un Seigneur des Dés, d'invoquer jusqu'à 2 dragons spécialement depuis votre main. Tout dans cette carte est très bon dans ce format. Le fait qu'elle précise jusqu'à permet que la carte ne soit pas morte même si vous n'avez qu'un seul dragon en main, et surtout, les invocations spéciales vous permettent de contourner trappes. Mais ça n'est pas tout, car en effet, si vous utilisez cette carte, alors vous avez un Seigneur des Dés sur votre terrain. Or, cela vous permettra alors de non seulement protéger vos dragons des insectes mangeurs d'hommes grâce à l'effet du Seigneur des Dés,
mais aussi des fissures du fait que le Seigneur des Dés est bien plus petit que vos dragons. Ainsi, cette combo vous permet de créer une pression offensive monstrueuse et très difficile à gérer pour votre adversaire au prix de la consistance de votre deck. En effet, le gros désavantage de ces cartes est que seules, elles n'ont aucun effet, et sont donc des cartes mortes. Tout comme les dragons que vous devrez impérativement jouer dans votre deck, mais ne pourrez pas invoquer sans piocher les autres pièces de votre combo. Ainsi, le deck Kaiba Combo, dont nous parlerons plus en détail sous peu, est certes l'un de ceux avec le plafond le plus élevé du format, mais aussi un des plus fragiles. Le buff de combat, comme mentionné précédemment, est l'un des beatsticks importants du format, étant l'un des 3 plus larges. Le Juge est une carte à mentionner, du fait qu'il est le deuxième monstre à un sacrifice le plus fort, et par conséquent impératif dans les decks basés sur Bourse des âmes, afin évidemment d'augmenter les probabilités de piocher des monstres à sacrifice pour rentabiliser les bourses des âmes. Okadi, non disponible en Europe, est la carte magie de burn la plus puissante du format. Les decks Stall Burn jouent généralement 3 Okadi et 2 à 3 Final Flame. Kinotama est plus rare mais quelquefois vu. La Djinn, que j'ai tant mentionné, est le visage du format. Il est le monstre niveau 4 le plus puissant et le seul en mai 2002 à atteindre les 1800 points d'attaque. Il est impératif en 3 exemplaires dans la majorité des decks. L'espion novice et le télescope ancien sont des cartes fortement intéressantes puisqu'elles vous forcent essentiellement à décider de ce qui pour vous est le plus important entre la valeur d'information et l'avantage carte. Évidemment, de ce fait, le télescope ancien sera généralement meilleur que l'espion novice, du fait que dans ce format la manipulation du deck est suffisamment absente pour que regarder les 3 cartes du dessus du deck de votre adversaire vous permette de connaître ses 3 prochaines pioches. Ces cartes n'ont pas été jouées, et je ne les conseillerais pas non plus du fait qu'elles n'ont ultimement aucun effet réel sur le terrain. Cependant, rien ne vous empêche de les essayer, surtout le télescope ancien, car il est vrai qu'obtenir l'information des 3 prochaines pioches de l'adversaire et pouvoir ainsi plus facilement théoriser ses 3 prochains tours reste un avantage stratégique non négligeable. Dessert seul est une carte impossible à survoler. Étant potentiellement la plus grosse source de dégâts de burn du format, elle est encore aujourd'hui jouée dans les decks Chain Burn, prouvant son efficacité. Comme toutes les cartes de burn, son timing est très important, et cela encore plus du fait que son efficacité dépend de l'adversaire. Ceci dit, si vous désirez jouer un deck défensif burn, il est impératif de jouer Dessert Souls à 3, car c'est cette carte qui terminera la partie sans aucun doute. Le marionnettiste mystérieux est une carte au concept intéressant, mais l'absence d'impact du gain de life points fait qu'elle n'est vraisemblablement pas jouable de manière efficace dans ce format. Il est à noter cependant qu'elle est une cible pour dernière volonté, et pourrait être jouée à la place du verso mystique, si vous préférez un gain de 500 points de vie, à la possibilité de piocher le verso mystique et utiliser son effet flip pour regarder les cartes face verso de votre adversaire. Le ver malfaisant, bien qu'il soit plus faible que tous les attaquants notables du format, possède un énorme avantage, et c'est son effet. Agissant essentiellement comme le premier monstre esprit, il permet d'appliquer une pression offensive plus grande sans pour autant trop laisser de ressources sur le terrain et donc trop vulnérable à la destruction de masse. Il est évidemment toujours aussi vulnérable à la trappe, mais étant donné que tous vos monstres ont 1700 ou 1800 points d'attaque, ce sont généralement eux qui subiront les pièges de votre adversaire. De plus, il est important de noter que le ver malfaisant n'est pas un esprit et peut en réalité être invoqué spécialement. Aussi, il retourne en main même après avoir été invoqué spécialement. Cela est important car du fait de ses 1400 points d'attaque, il est une cible valide pour une dernière volonté. Maintenant que nous avons terminé de parler de chaque carte importante du format, il est temps de passer aux différents types de decks disponibles et à leur fonctionnement basique. Gardez en tête que n'ayant accès à aucune liste d'époque de decks ayant gagné des tournois, du fait que c'était le premier format du jeu et que les tournois en eux-mêmes n'étaient pas si fréquents, ainsi que le fait qu'internet était encore à ses débuts, j'ai dû moi-même construire chaque concept de deck, et n'ayant voulu que montrer le concept de chaque deck, mes choix ne sont pas forcément les plus optimaux. A partir du prochain cours d'histoire du méta, j'aurai à ma disposition des listes de vainqueurs de tournois que je pourrai analyser bien plus en détail. De plus, il est impératif, si vous désirez participer au tournoi, que vous ne copiez pas les decks que j'ai construits. Mais 2002 est un format où le style de jeu d'un joueur doit influencer la construction de son deck, auquel cas il risquerait de jouer des cartes qui ne lui plaisent pas, et donc les utiliser de manière sous-optimale. Notez de plus que je ne vous présente aucun side deck, car de même, ça sera à vous de tenter d'en construire. Vous pouvez évidemment vous inspirer de ces listes, après tout elles servent de guide, mais ne recopiez pas carte pour carte. Chaque choix de carte doit être votre choix réfléchi, et des sanctions seront appliquées aux personnes recopiant des decks sans en comprendre le fonctionnement. Cela s'applique d'ailleurs aussi en dehors du format. Le premier deck que nous allons présenter est le plus simple à comprendre, Yugi Beatdown ou Summon Skull Beatdown. Il est le deck le plus connu du format, du fait qu'il est aussi simple à comprendre et à construire qu'à utiliser. On maximise les ratios de beatstick au-dessus de 1700 pour avoir évidemment la plus grande chance d'en voir le plus régulièrement possible. En effet, le deck est particulièrement offensif et cherche à garder une pression à tout moment du duel. J'ai choisi de retirer un Néo après avoir considéré mes pourcentages de chance de piocher des beatsticks suffisants, avec un ratio de 8. On a en effet 76% de chance d'en avoir un en main de départ, et 92% de chance d'en voir un dans nos 4 premières pioches, comparé à 80% et 94% pour un ratio de 9. Cela ne vous empêche bien sûr pas de jouer 3 de chaque vanilla. Un seul crâne invoqué est utilisé, cela nous donne une chance sur 2 de le voir dans les 15 premiers tours du duel, soit la moitié de notre deck.
Certaines listes peuvent ne pas jouer la carte, mais j'ai décidé de la jouer pour plusieurs raisons. La première est que si le crâne invoqué réussit à rester sur le terrain, alors il applique une pression offensive massive dont aucun autre monstre du deck ne serait capable. La deuxième est qu'il augmente la valeur de 2 cartes de notre Power 5, et ce sont Monster Reborn et Changement de Cœur. En effet, elle est la cible parfaite pour Monster Reborn, et permet de sacrifier le monstre de l'adversaire pris avec Changement de Cœur pour ne pas avoir à lui rendre. Le ver malfaisant, comme indiqué précédemment, est une tech que j'aime particulièrement, et pour cette raison j'ai décidé de le jouer dans le deck. Sa présence n'est absolument pas nécessaire, et il serait mauvais d'en avoir 2 en main, donc je n'en joue qu'un seul. Tous les autres monstres à effet sont standards à 3, et il n'y a que peu de raisons de vouloir en diminuer les ratios. Une tech absente de ce build mais avec laquelle vous pourriez expérimenter est Hane Hane. Au niveau des cartes magie, on joue bien évidemment le Power 5, qu'on retrouvera dans tous les decks. 3 fissures, qui est le ratio standard, est généralement accepté comme correct. Les épées étant semi-limitées, on ne peut les jouer qu'à 2. Certains decks peuvent se permettre de baisser le ratio à 1, cependant la carte est particulièrement utile contre les decks défensifs pour forcer leurs monstres face visible, et le deck a du mal à passer une défense trop haute si elle est face cachée. Une seule destruction de carte est jouée, bien que la carte soit semi-limitée, la raison étant que la carte est un -1. Elle est cependant notre seule carte de pioche en dehors de Pot de Cupidité et son inclusion permet de pouvoir creuser le deck si nécessaire. Enfin, Stop Défense est la tech que j'ai personnellement choisie, car elle est particulièrement bonne contre les decks défensifs. L'autre choix standard aurait été Exorcisme. La ligne de piège est standard, Trappe et Renfort sont difficilement enlevables du fait qu'ils soient vos options de removal, cependant, diminuer les ratios de Waboku semble tout à fait possible. Une variante de ce type de deck est celle utilisant Dernière Volonté. Le nombre de beatsticks et certains ratios sont diminués pour laisser la place à 3 Dernières Volontés ainsi que 2 versos mystiques, que vous pourriez remplacer par des marionnettistes mystérieux, et qui sont avec le ver malfaisant nos cibles pour Dernière Volonté. Le deuxième deck, éponyme du format, est Kaiba Combo, ou Blue Eyes Combo. Comme vous pouvez le voir, beaucoup des choix de cartes sont similaires, mais il a fallu faire beaucoup de place pour un moteur assez large qui fait du deck ce qu'il est. 4 dragons, 3 flûtes, 3 seigneurs d'aider. Ici on utilise aussi 2 dernières volontés, du fait qu'elle peut chercher notre seigneur d'aider depuis le deck, augmentant un peu notre consistance. En outre, remplacer le dragon à 3 cornes par une malédiction du dragon, pour pouvoir trigger nous-mêmes la dernière volonté en sacrifiant un monstre, serait justifiable. Le ver malfaisant étant une cible pour dernière volonté, est évidemment ici aussi joué. Il est d'autant plus important que ce deck en particulier est faible à la destruction en masse. J'ai considéré Waboku inutile dans le deck, du fait de la rareté des échanges en 1 pour 1 qu'elle procure, et pour les mêmes raisons, Renfort a été diminué à 1. Ça et le manque de place. Libre à vous évidemment de jouer sur les ratios. Notez que certaines versions jouent 2 et 2 comme ratio pour la flûte et le seigneur d'aider. Cependant, je trouve que le deck est déjà un peu fragile et souhaite donc maximiser mes chances d'accéder au combo dès que possible. 4 dragons est généralement accepté comme le ratio correct, mais libre à vous d'expérimenter avec 3 ou 5 si vous le désirez. Le deck fusion est le plus inconsistant du format, et offre d'office une valeur d'information à votre adversaire du fait qu'il est le seul deck du format à jouer un fusion deck. Ces avantages sont essentiellement uniquement basés sur sa capacité à invoquer spécialement, et on considère donc généralement ce deck comme une version objectivement plus faible du deck Blue Eyes. Il est cependant fun à jouer, et surtout intéressant, étant le seul deck du format à se baser sur autre chose que des invocations normales. J'ai donc choisi de vous procurer un exemple de liste. Suivant la même théorie que pour le deck Kaiba Combo, j'ai décidé de maximiser les ratios de mes matériels de fusion. Accessoirement, 2 dragons blancs et un petit moteur flûte seigneur d'aider ont été gardés dans le deck afin de procurer un plan secondaire qui synergise avec les cartes utilisées. De plus, le seigneur d'aider protège notre fusion contre le ciblage. Les monstres défensifs et Waboku ont été choisis afin de gagner du temps pour piocher les cartes de notre deck. A l'inverse, les maîtres des pièges ont été diminués du fait qu'aucun des pièges joués de manière régulière dans les main decks ne menace notre fusion. Notez que pour ces 2 derniers decks, il est impératif de jouer pièges supprimés dans le side, car la jarre de capture du dragon bloque entièrement votre win condition. Le deck burn est assez simpliste dans sa construction. Des cartes défensives pour des dégâts résiduels et des cartes de burn pour terminer l'adversaire. Encore une fois, une présence du ver malfaisant qui permettra, lorsque le board adverse est vide, de placer quelques dégâts supplémentaires. En effet, ce deck ne va pas poser un monstre à chaque tour. Une fois que vous aurez établi votre défense, vous attendrez généralement qu'elle ait été détruite avant d'en mettre une autre, car ce deck est très vulnérable à la perte d'avantage carte. Par conséquent, vous aurez généralement votre invocation normale libre pour pouvoir invoquer normalement un ver malfaisant, attaquer directement, et le faire revenir en main à la fin du tour. Les ratios sont toujours modifiables selon vos envies, et si vous désirez monter encore plus la quantité de cartes de burn, l'option suivante sera Inotama. Le retrait des cartes de burn laisse plus de place pour toujours plus de cartes défensives, et ainsi, grâce à la présence de 2 destructions de cartes, il est possible de tenter de jouer Meule. Bien évidemment, Renfort n'est pas présent dans le deck car aucun de vos monstres n'aura à passer par-dessus ceux de votre adversaire en attaquant. Pour la même raison, Maître des pièges a vu son ratio diminuer car la seule carte piège dangereuse pour le deck est Renfort. Hane Hane est utilisé en tant qu'une option supplémentaire pour ralentir l'adversaire. Notez qu'il est stupide avec ce deck de tourner vos monstres en mode attaque contre un board vide pour infliger des dégâts, du fait que ça n'est pas la manière dont vous gagnerez généralement. Bien évidemment il y a des exceptions, mais infliger des dégâts est inutile lorsque vous cherchez à vider le deck de l'adversaire. Les decks défensifs sont donc relativement efficaces, mais poussent à des duels qui tirent sur la longueur. Attention à vos choix donc.
Le deck suivant, Fiend Equip, est peu conventionnel, mais un concept intéressant. On maximise nos ratios de monstres démons ténèbres les plus puissants, et ajoute des équipements pour en faire les monstres les plus larges. La théorie est que, contrairement à Renfort, un équipement permettra de détruire des monstres au combat plusieurs fois. Ainsi, tant que vous détruisez au moins 2 monstres avant de perdre le vôtre, vous aurez rentabilisé l'investissement placé en y attachant un équipement. Notez que le mur des illusions est aussi un démon ténèbres et ainsi peut être équipé si nécessaire. Enfin, le dernier deck, Soul Exchange Control, est essentiellement la version préhistorique des Mega Monarchs de 2016. Le but du deck est de simplifier la game state, ce qui veut dire que l'on va chercher à réduire le nombre de cartes disponibles de chaque côté du terrain, et de faire cela en gardant la plus grande pression offensive afin d'ultimement rouler sur un adversaire épuisé. La stratégie est donc d'utiliser Bourse des âmes pour se servir des monstres de l'adversaire comme sacrifice. Pour cette raison, on joue 3 Bourses des âmes et 5 monstres à sacrifice. Notez d'ailleurs que ce deck est celui dans lequel le changement de cœur a le plus de valeur, du fait de notre haute quantité de monstres à sacrifice. J'ai choisi de mettre dans ce deck 2 exorcismes, majoritairement pour immédiatement supprimer les épées de révélation de la lumière afin de toujours mettre plus de pression sur l'adversaire et ne pas lui laisser le temps de trouver ses réponses. Le deck est cependant vulnérable au mur des illusions et à Hane Hane une fois qu'il a épuisé ses bourses des âmes, du fait qu'une grande partie de ces monstres soit de manière inhérente des -1. Pour ce qui est de vos side decks, nous avons mentionné plus tôt certaines cartes spécifiques bonnes contre certains decks spécifiques, comme la jarre de capture du dragon par exemple, mais une autre chose à remarquer est à quel point les decks sont similaires. Cette similarité entre les types de decks permet de faire ce qu'on appelle du smoke screen avec le side deck. C'est une pratique qui consiste à avoir dans son side deck un moteur différent, qui permet entre 2 duels d'un match d'entièrement changer la stratégie d'un deck, comme par exemple passer d'un deck de meule à un deck burn, ou d'un deck standard beatdown à un Soul Exchange Control. Bien que cela demande de savoir exactement ce que vous faites, je vous le conseille car spécifiquement dans ce genre de format très homogène, cela peut vous apporter un certain avantage stratégique. Un tournoi sera organisé à la Duel Academy dont le lien est dans la description. Sur ce format, vérifiez les informations sur le panneau d'affichage pour rester à jour et connaître la date exacte. L'entrée est gratuite et le vainqueur bénéficiera du rôle champion jusqu'au prochain tournoi. Je vous invite aussi à suivre l'exemple de mes 2 tipeurs, Lunis et Backapple, que je remercie infiniment, et me soutenir sur Tipeee, dont le lien est encore une fois dans la description. Même avec seulement 1 € par mois de votre part, cela m'aiderait énormément et sur le long terme me permettra de consacrer plus de temps à ce genre de vidéos si elles vous intéressent. Ce cours est donc terminé, et nous nous retrouverons la prochaine fois pour un cours de lexique sur les termes communément utilisés par les joueurs de duel de monstres.